Et le propre d'une idéologie dominante, c'est que parce qu'elle est dominante, on ne la voit pas. On a l'impression même qu'elle est pragmatique. Et c'est pour ça que dès lors que vous avez une idée que vous soumettez dans le débat public et qui sort de cette idéologie, alors on vous qualifie d'utopiste et on vous dit que vous n'êtes pas sérieux. Podcast by Tendance Ouest. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast de Tendance Ouest des bouquins dans les poches. François Boulot, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, on vous connaît surtout pour avoir été l'un des porte-parole dans les médias du mouvement des Gilets jaunes à Rouen. Vous avez pris un peu de recul ces derniers mois, désormais vous sortez ce livre « Reprendre le pouvoir, manuel d'émancipation politique » aux éditions des Liens qui libèrent. Avant de rentrer dans le fond, vraiment, manuel d'émancipation politique, c'est là le cœur du sujet. Quel est l'objectif du bouquin ? L'objectif, très simplement, c'est d'essayer de donner les clés de compréhension du système politique actuel. Je crois qu'on a un gros déficit dans la société en général, un système médiatique qui, dans l'ensemble, je dirais, n'arrive plus vraiment à informer les citoyens. Des dirigeants politiques, dont ça devrait être le rôle d'informer les gens, ne le font plus non plus. Et ça, les gens l'ont bien compris. On multiplie les promesses, les fausses déclarations même, et les slogans surtout. Mais on évite soigneusement de rendre accessibles certaines matières pourtant essentielles aux citoyens pour qu'ils puissent voter de manière éclairée. Et l'une des thèses, notamment, du livre, c'est d'expliquer que de la même manière qu'un enfant en bas âge apprend à marcher et à parler, eh bien, quand on devient citoyen, on devrait tous posséder des connaissances minimales en économie. Ça, c'est absolument fondamental parce que c'est là-dessus qu'à chaque fois, les dirigeants politiques nous font des promesses et ne les tiennent pas. Et donc, finalement, peuvent nous raconter n'importe quoi puisqu'on n'a pas les connaissances suffisantes pour pouvoir apprécier, analyser et évaluer ce qu'ils sont en train de nous raconter. Et c'est un sujet que vous vous intéressez, un peu aride comme ça au premier abord, dire il faut des bases en économie, tout repose sur ça finalement. Oui, bien sûr, parce que c'est l'économie qui gouverne nos vies. Je veux dire, c'est les conditions d'organisation dans l'économie qui vont décider si on a un emploi, quel salaire on a, donc est-ce qu'on va pouvoir se loger, est-ce qu'on va pouvoir nourrir ses enfants, est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances, enfin bref, qu'on le veuille ou non, l'économie gouverne nos vies. Et j'en ai fait l'expérience pendant l'écriture de l'ouvrage et les retours qui m'ont été faits. J'ai compris que l'économie pouvait rebuter beaucoup de gens, un peu à la manière des mathématiques au collège. Et donc, je veux dire aux gens, non, l'économie, c'est pas des mathématiques. Il n'est pas question de formules de calcul, de faire des divisions, des multiplications, des dérivés, des racines carrées, des cosinus et des Pythagore. Ça n'a rien à voir avec ça, l'économie. En fait, c'est très simple pour peu qu'on essaye de rendre ça accessible, et ça peut l'être tout à fait. Et il faut aussi comprendre que l'économie n'est pas une science dure. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Science humaine. Voilà, c'est une science humaine, c'est une science sociale, c'est une science molle. Ça veut dire en gros que c'est une science qui est profondément politique. Il n'y a pas une vérité en économie, il y a toujours beaucoup d'options qui s'offrent à nous. Et ensuite, c'est les conséquences de ces décisions qui vont être différentes. Et en gros, pour schématiser, vous avez une production de richesse qui est faite par une communauté humaine, et puis à la fin, la question c'est de savoir comment on va se répartir la richesse entre nous, suivant quels critères, etc. Bon, et c'est ça l'économie, c'est comment on produit la richesse, et puis ensuite comment on se la répartit entre nous. Une fois qu'on a compris ça, on a compris que tout ce qui va décider, tous les intermédiaires, les mécanismes qui décident de tout ça, la dette, les crédits, le niveau d'imposition, le niveau des prestations sociales, tout ça décide in fine de comment on produit la richesse et comment on se la répartit tous entre nous. Alors vous commencez justement par un état des lieux assez documenté de la France. La situation économique se dégrade, les inégalités augmentent, ça c'est aussi incontestable, le niveau de vie baisse. On fait face depuis des années au chômage de masse. Et conclusion, ça va être un peu la thèse du bouquin, le système est responsable, le système que vous définissez comme néolibéral. Est-ce que déjà on peut faire un petit point de lexique, parce que vous faites la différence dans le livre entre le néolibéralisme et le libéralisme. Oui, alors juste avant de répondre à ces questions, je voudrais préciser qu'effectivement les inégalités augmentent, mais au profit seulement des 1 et même des 0,1% les plus riches. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en parallèle, le niveau de vie de la population française est en train de baisser
pour au moins déjà 30% de la population. Et évidemment, cette dynamique, elle risque de s'accroître, surtout avec la crise du Covid maintenant, dans les années à venir. Ce qui veut dire qu'on a une classe dominante, c'est ça qui est essentiel de comprendre, qui non seulement nous envoie dans le mur, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout une dynamique économique qui soit favorable, au contraire, on est plutôt sur une dynamique de déclin économique, mais en plus de ça, les classes dominantes refusent de prendre des pertes à leur charge et sont en train de faire payer l'addition au reste de la société. Donc le reste de la société s'appauvrit et elle continue de s'enrichir. Donc c'est ça qui évidemment crée une montée du mécontentement dans la société française et c'est ça qui donne lieu à la crise politique et institutionnelle qu'on connaît. Et donc on caractérise ça par le néolibéralisme que je distingue effectivement du libéralisme parce qu'il y a toujours une confusion qui est faite en fait dans le débat public et sans rentrer dans le détail conceptuel ou historique, ce qu'il faut comprendre, c'est que le libéralisme, notamment tel qu'il a été défini par Adam Smith, était basé sur l'idée, sur le concept d'émancipation individuelle, la liberté de l'individu, mais la liberté également par le savoir, que chacun soit maître de soi-même. Donc on avait, je dirais, un objectif qui était pas seulement commercial, financier. Il y avait un objectif même philosophique dans cette philosophie-là. Alors que le néolibéralisme est en totale rupture avec ces concepts, puisque lui, il a simplement pour objectif, en gros, de faire fonctionner la société en donnant les clés au marché, et puis l'État doit simplement garantir le droit à la propriété privée et maintenir l'ordre social, pour faire simple. Et donc, in fine, concrètement, que produit le néolibéralisme? Et c'est comme ça que je le définis pour qu'au moins on se mette tous d'accord et qu'on ne se cache pas derrière les mots. C'est, à mon sens, un régime qui est au profit des ultra-riches et qui asservit les peuples et détruit la nature. Et puis quand on a dit ça, là on peut commencer à discuter parce que je crois que quand même tout le monde constate qu'effectivement il y a une paupérisation des classes moyennes et des classes populaires et puis évidemment une urgence climatique que tout le monde a en tête aujourd'hui. Alors voilà, justement c'est bien de poser les termes et de savoir de quoi on va parler parce que dans libéralisme on pense aussi à liberté et vous le dites dans le bouquin, on est victime un peu de cette novlangue politique. Il y a plusieurs exemples, plan de sauvegarde de l'emploi, vous dites attention c'est aussi comme ça qu'on manipule l'esprit par la novlangue. C'est une référence à Orwell, bien sûr, mais... Oui, exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre, et je le dis parce que j'en ai fait l'expérience personnelle, il y a 10 ans, je n'avais pas du tout la même représentation du monde qu'aujourd'hui. Entre-temps, j'ai travaillé beaucoup et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais moi-même victime d'une idéologie dominante. C'est ce qu'on appelle le néolibéralisme. Mais le propre d'une idéologie dominante, c'est que parce qu'elle est dominante, on ne la voit pas. On a l'impression qu'elle est naturelle. On a l'impression même qu'elle est pragmatique. Et c'est pour ça que dès lors que vous avez une idée que vous soumettez dans le débat public et qui sort de cette idéologie, alors on vous qualifie d'utopiste et on vous dit que vous n'êtes pas sérieux, que vous n'êtes pas du côté du pragmatisme. Et la difficulté, c'est que les classes dominantes qui donc défendent en fait cette idéologie qui sert leurs intérêts, parce qu'elle sert leurs intérêts, vont corrompre le langage, vont déformer les mots pour essayer in fine de rendre invisibles les rapports de force qui s'exercent dans la société. En gros, pour essayer de rendre invisible la lutte des classes. Sauf qu'en fait, la lutte des classes, elle est bien là, elle a toujours eu lieu et elle aura toujours lieu. C'est-à-dire que c'est l'idée que chacun dans la société a plutôt tendance à vouloir défendre ses intérêts économiques avant tout. Donc il est évident que les 1 ou les 0,1% les plus riches défendent leurs intérêts économiques, ils contrôlent notamment les médias parce qu'ils les possèdent, ils financent les partis politiques, donc ils ont une énorme influence sur les élections et in fine, il n'est pas étonnant que la politique serve leurs intérêts. Ce système de pensée est emprisonné dans des dogmes, c'est ce que vous venez de dire. Vous en définissez 5 dont il faudrait se libérer pour ensuite pouvoir réfléchir à la société autrement. Est-ce qu'on peut essayer de les passer en revue rapidement, ces 5 dogmes ? Ça, c'est fondamental. C'est que dans le livre, j'ai essayé du coup de caractériser le néolibéralisme de manière simple et notamment c'est ce qui va être la première partie du livre, sur ce que le néolibéralisme a produit dans la conscience des individus. Autrement dit, comment le néolibéralisme s'exprime dans le bistrot du coin, dans la rue, dans les repas en famille. C'est ça qui m'intéresse, très concrètement, pour que les gens puissent le saisir, le palper. Qu'est-ce que c'est le néolibéralisme ? Alors, j'ai identifié 5 dogmes qui sont la traduction du néolibéralisme. Alors le premier, c'est la croissance. Et c'est l'idée que seule la croissance peut augmenter le pouvoir d'achat des citoyens. Le deuxième, c'est la concurrence. C'est l'idée que l'État c'est mal, il ne sait pas gérer, qu'il n'y a que le secteur privé qui est performant et compétitif. Le troisième dogme, c'est l'austérité.
Et c'est l'idée que, mon Dieu, il y a la dette publique, l'État est en faillite, c'est le fardeau pour les générations futures, etc. Le quatrième, c'est l'attractivité, c'est l'idée que on ne peut pas imposer les plus riches comme les autres, parce que sinon, eux, ils ont les moyens de partir du pays et alors l'économie va s'effondrer. Puis enfin, le dernier principe, c'est la flexibilité. Et c'est l'idée qu'il faut libéraliser le marché du travail parce que le coût du travail serait trop élevé en France et puis les chômeurs seraient trop feignants pour vouloir travailler. Bon, et ben c'est ces 5 principes dans lesquels, en toute honnêteté, je croyais il y a plus d'une dizaine d'années, quand j'étais beaucoup plus jeune et naïf. Et à force de travail, je me suis rendu compte qu'en fait, pas une de ces idées n'était vraie. Toutes ces idées sont des poncifs, des dogmes qu'il faut déconstruire parce que tant qu'on ne les déconstruit pas, on ne peut pas penser une alternative. Or, la dynamique économique dans laquelle on est nous oblige aujourd'hui à repenser notre vision du monde et à changer de logiciel politique. Alors justement, vous dites en même temps, ça va pas être si évident de changer de logiciel politique étant donné que la France a perdu sa souveraineté. Ça, c'est donc l'Union européenne que vous écorchez largement dans le bouquin. J'aime bien quand vous en parlez comme d'une histoire d'amour qui est en train de mal finir. Vous dites, au stade où nous en sommes, 2 adultes raisonnables considéreraient certainement qu'il est temps de tenter le week-end de la dernière chance, se donner une utile chance de renouer avec la passion des débuts. Et si l'escapade amoureuse tourne au vinaigre, mieux vaut en finir par un divorce à l'amiable plutôt que par un contentieux qui risquerait de virer au pugilat. Préconiser la rupture. Je dis simplement, j'essaie de faire une analyse de ce que nous apporte ou de ce que produit l'Union européenne sur la France, sur le pays. Bon, il se trouve que si c'est pour faire une alliance qui nous renforce, je pense que tous les Français seront d'accord. On a fait d'ailleurs l'Union européenne pour ça, pour nous renforcer vis-à-vis de la concurrence mondiale et de la globalisation. Sauf que c'est tout l'inverse. Et la paix, vous dites on se cache un peu derrière ces principes d'ailleurs en fait. Oui, bien sûr. En fait, il y a tout un roman qui construit autour de l'Union européenne. Les nations, c'est la guerre. Enfin, le nationalisme, c'est la guerre. L'Europe, c'est la paix. Et puis, c'est l'Europe puissance. Ensemble, on est plus fort, etc. Bon, derrière tous ces symboles, ce récit, en fait, il faut regarder très concrètement ce que ça produit. De manière factuelle, l'euro est un échec absolu, et ça, tous les économistes sérieux, et notamment étrangers, et même des prix Nobel d'économie américains l'ont expliqué, l'ont écrit, l'ont analysé. C'est un fait qui est acquis. Et puis, par ailleurs, on a une Union européenne qui nous soumet justement à la logique du libre-échange, c'est-à-dire au fait qu'on ne va plus protéger nos secteurs économiques stratégiques en mettant des taxes sur les importations, pour pouvoir éviter le dumping social notamment, c'est-à-dire la concurrence que des pays avec des salaires beaucoup plus faibles que nous peuvent nous faire. L'Union européenne, non, c'est l'inverse, c'est le marché unique avec une liberté totale de circulation des marchandises et des personnes. Et donc, on se retrouve in fine à être mis en concurrence, par exemple, avec la Pologne, qui bénéficient d'un certain nombre de délocalisations à notre détriment. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont un salaire minimum à 500 € par mois, quand le nôtre est à 1500 €. Je parle en brut, donc il est évident que les entreprises, pour toutes celles qui le peuvent, ont intérêt à aller s'installer en Pologne. Donc vous avez ces 2 mécanismes-là, monnaie et libre-échange, qui sont en train de tuer l'économie française et son tissu industriel, son appareil productif. Et il est essentiel de comprendre qu'on ne pourra pas maintenir le niveau de vie de la population si on n'a pas un tissu industriel performant. Ça, c'était une donnée absolument incontournable. Mais je sais, et c'est pour ça, c'est la 3e partie auquel vous faisiez référence dans l'Union européenne, c'est que je sais qu'on a un rapport affectif à l'Union européenne, que c'est quelque chose qu'on entend depuis des années, et pour devenir un citoyen européen, il y a le rêve européen. Bon, moi, j'essaie de déconstruire ça tout simplement parce que je dis à tous ceux qui y croient, si vous croyez au rêve européen, l'Union européenne est en train de le détruire. C'est ça dont il faut prendre conscience. Et notamment, on a des intérêts qui commencent à diverger entre les pays, les différents pays de l'Union européenne, à tel point qu'un rapport de la Deutsche Bank, nous explique que dans les 10 ans, l'Union européenne est menacée d'implosion, qu'on va rentrer dans un âge qu'elle appelle du désordre, et elle met en garde, elle dit la pire erreur serait de continuer sur les orientations politiques qui ont été prises ces dernières années. Donc, je le dis très clairement, en fait, si l'Union européenne ne se repense pas, ne change pas radicalement de logiciel, elle va imploser d'elle-même. Est-ce que c'est ça le nouveau clivage autour duquel devrait s'organiser la vie politique française, c'est-à-dire pro-européen ou anti-européen? Vous dites d'ailleurs que le clivage droite-gauche ne veut plus dire grand-chose. On a le sentiment quand même qu'en ce moment, les idées souverainistes sont plutôt monopolisées dans le débat politique, en tout cas par les partis d'extrême droite.
Oui, bien sûr, mais c'est ça la difficulté des étiquettes, c'est que dans l'étiquette souverainiste aujourd'hui, on peut mettre effectivement beaucoup de choses. Et en fait, si des gens se rejoignent sur la question de la souveraineté économique, et moi c'est évidemment c'est cette souveraineté-là que je défends, je dis tout simplement, il faut absolument qu'on reprenne les leviers essentiels de la monnaie et de la capacité à faire du protectionnisme au niveau commercial pour changer d'orientation politique. Si on ne fait pas ça, on ne changera jamais de politique économique. Ça, il faut vraiment que les gens soient clairs. Donc, tant qu'ils voteront pour quelqu'un qui ne veut pas changer l'Union européenne ou qui promet qu'on va la changer de l'intérieur pour faire l'Europe sociale, qu'ils soient conscients d'une chose, rien ne changera. Donc, ça veut dire que la baisse du niveau de vie va continuer dans la population et qu'on va avoir toujours des 1 ou des 0,1% les plus riches qui vont continuer à augmenter leurs revenus. Et est-ce qu'on peut envisager une sortie unilatérale de l'Europe, comme l'a fait le Royaume-Uni ? Alors, un Frexit, c'est possible ? Ça, c'est une question délicate, notamment parce que la différence fondamentale entre le Royaume-Uni et la France, c'est notre appartenance à l'euro, ce qui évidemment ne concernait pas le Royaume-Uni. Et là, je le dis dans le livre d'ailleurs, j'avoue ma limite en tant que citoyen à affirmer qu'il est possible de sortir de l'euro. Je ne sais pas, c'est-à-dire que la sortie de l'euro, évidemment, elle implique de faire des calculs économiques, d'anticipation sur quel va être le sort de la monnaie nationale qui serait du coup qui remplacerait l'euro. Est-ce qu'il y aurait une baisse de pouvoir d'achat des gens ? Enfin, bon, moi, je n'ai pas la compétence là pour me prononcer sur cette question et affirmer avec légèreté finalement, oui, on n'a qu'à sortir de l'euro. Je n'en sais rien, je n'ai pas les compétences pour. En revanche, ce que je sais, c'est que l'euro est un échec, l'euro nous mène à la catastrophe, que en fait, on est en train de s'adosser à l'euro parce qu'il est adossé en fait sur le Deutschmark allemand et qu'on est en train de profiter de la force du Deutschmark pour pouvoir continuer à vivre comme la cigale, pour reprendre La Fontaine, sauf que il vaut mieux être fourmi dans la vie et que là, on est en train à court terme de profiter d'un Euroforce qui nous permet d'acheter en fait les produits qu'on veut, hein, les téléphones, les téléviseurs, ce que vous voulez, mais en attendant, on est en train de brader notre tissu industriel. Donc c'est un choix à court terme qui est en train de tuer notre avenir, l'euro. Donc moi je dis deux choses, je dis débattons-en. Est-ce qu'on peut, dans le débat public, débattre sérieusement de la question de l'euro sans qu'on nous oppose systématiquement sortir de l'euro, c'est le chaos? Non. Ce qu'on veut, c'est pouvoir débattre, échanger des arguments pour savoir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Et puis, deuxième élément, comme une crise financière qui va suivre la crise économique et que les instances, notamment européennes, sont très inquiètes sur la viabilité de l'euro, sur la pérennité de l'euro, sur la capacité de l'euro à résister à une prochaine crise financière, je dis simplement que l'État devrait d'ores et déjà prévoir un plan B de remise en circulation d'une monnaie nationale en prévision d'une crise où on se retrouverait en situation de panique généralisée et où l'euro viendrait à s'effondrer. Gouverner, c'est prévoir, donc au moins faisons ces deux choses-là. Podcast by Tendance Ouest. François Boulot qui est avec nous pour la sortie de son livre « Reprendre le pouvoir ». On va pas pouvoir évidemment tout évoquer, chacun pourra se faire une idée en lisant votre livre. Il y a tout un passage notamment qui décrit une démocratie, on va dire à minima malade, en tout cas d'après votre constat en France. Et puis ça nous mène directement au passage qui fait peur. On serait, ou on est, c'est le constat que vous faites, dans une dérive autoritaire en France, dans le pays des Lumières. Est-ce qu'on est, ça y est, en train de passer à un régime autoritaire, François Boulot ? Oui, je crois que c'est la dynamique qui est en cours. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que cette dynamique-là, elle est inéluctable tant qu'on n'aura pas changé précisément d'orientation politique. Ça veut dire que, très concrètement, vous avez une politique économique donc, qui est en train de remettre en cause le contrat social, puisque vous avez une explosion des inégalités au profit des 1% les plus riches et une baisse du niveau de vie qui va remonter dans la société. Ça, évidemment, ça génère un mécontentement et une aspiration à un changement. Sauf que comme vous avez des classes dominantes, soutenues par la classe moyenne supérieure, elle ne veut pas changer les règles du jeu, elle ne veut pas renoncer à ses privilèges. Pour maintenir le statu quo, elle n'a pas d'autre choix que de restreindre les libertés. En gros, l'autoritarisme est en train de progresser à mesure que le pouvoir perd en légitimité. Parce que s'il perd sa capacité à convaincre, alors il est obligé d'imposer ces orientations politiques. Et c'est pour ça que ensuite j'essaye de démontrer... Par la loi, par la police ? Voilà, par la loi et par la police.
Donc on le voit, j'essaie d'analyser la réduction du périmètre de la liberté d'expression. Notamment, on voit que le pouvoir essaie de réguler, de réglementer les réseaux sociaux et Internet plus généralement, parce que c'est un espace de liberté d'expression. Donc il y a eu la loi contre les fake news qui a été adoptée. Il y a eu aussi la loi Avia pour lutter contre les propos haineux. Mais en gros, on confiait aux plateformes privées le soin de faire la censure. C'est-à-dire que c'est même pas l'État ou la justice qui allait censurer, mais les plateformes privées, ce qui pose quand même un sérieux problème en démocratie. Fort heureusement, le Conseil constitutionnel a censuré, mais on voit bien là la volonté des gouvernants de restreindre les libertés. Je parle également du rapport assez particulier du président de la République avec la presse, où dans sa position, c'est quand même incroyable qu'il se soit permis tant de fois de vilipender la presse, de la critiquer très durement. Ça, c'est véritablement inquiétant. On a eu aussi des épisodes comme la tentative de perquisition dans les locaux de Mediapart. Il y a eu plusieurs convocations de journalistes par la DGSE dans le cadre d'enquêtes sur la vente d'armes par la France à des pays étrangers. Bref, on voit monter des restrictions de liberté toujours plus importantes et finalement une acclimatation à ça. Et puis évidemment, avec la crise du Covid et les restrictions sanitaires, on voit que les gouvernements, même si ça se justifie pour traiter la crise, mais si ça se justifie sur le fond, la manière avec laquelle c'est fait, où Emmanuel Macron, président de la République, décide tout seul, après avoir consulté un conseil de défense qui est sous le sceau du secret, donc on ne peut pas assister au débat, on va en reparler, je crois, dans un tout petit instant, si vous voulez bien, de la crise sanitaire et de votre regard là-dessus. Je voulais vous demander, puisqu'on parlait de cette répression par la loi, le mouvement des Gilets jaunes a aussi connu des écueils violents. Je voulais vous demander même aussi, au-delà de ça, ce que ça vous a apporté, vous, le mouvement des Gilets jaunes, à titre personnel dans votre réflexion. Ça m'a apporté plein de choses, et je dirais avant tout humainement. C'est une chose d'étudier les chiffres, de parler de baisse du niveau de vie, etc. Mais moi, je l'ai vu sous mes yeux, en fait, les gens qui vivaient cette situation. Je me souviens notamment d'une dame gilet jaune, qui m'expliquait qu'il vivait avec son mari avec 800 € par mois, que leur enfant était handicapé, et puis que là, le mari, justement, venait d'apprendre qu'il a un cancer des poumons. Et elle conclut en me disant « Mais bon, on n'est pas les plus à plaindre. » moi, je ne sais plus où me mettre, en fait, quand j'entends ça. Parce que, vous voyez une vie quand même qui est d'une injustice et d'une difficulté absolue. Et je crois vraiment que les gens ne se rendent pas compte, en fait, de la précarité aujourd'hui qui existe en France, dans l'un des pays les plus riches du monde. Et donc déjà, c'est ça, évidemment, que ça m'a apporté. C'est de voir, sous mes yeux, ce qui est en train de se passer là. Parce que la difficulté, c'est que les classes moyennes supérieures, dont je fais partie, c'est-à-dire les gens qui ont fait des études, tout simplement, on vit dans les métropoles, on vit plutôt entre nous, et puis finalement on vit totalement séparé du reste de la société, des 75% d'autres Français, et on ne les voit jamais, donc on ne sait pas ce qui se passe. Donc on est totalement déconnecté, et c'est ça que j'essaie de... Ça vous a ouvert les yeux, vous diriez. Oui, alors j'avais déjà... moi. Vous aviez les concepts finalement. Exactement, j'avais cette conscience parce que je suis une nature curieuse et j'avais essayé de comprendre pourquoi ça n'allait pas bien avec les indicateurs économiques, etc. Mais il est vrai que humainement, du coup, je l'ai vu de mes propres yeux. Et je pense que plutôt que d'avoir un réflexe de mépris et de mépris de classe qu'a eu la classe moyenne supérieure, et je suis bien placé pour en parler puisque donc c'est ma classe sociale, donc c'est mes amis. Mes amis se sont peut-être plutôt gardés de critiquer les gilets jaunes devant moi parce que, compte tenu de nos relations, mais bon, globalement, je sais très bien ce qu'il en a été. Je pense qu'ils auraient dû une fois aller sur le rond-point et parler avec les gens pour voir un petit peu ce que c'était et voir si c'est des feignants. Parce que pas du tout, les gilets jaunes, c'était justement des travailleurs. C'est des gens, c'est ça il faut vraiment comprendre ça, sinon on n'a rien compris. C'est des gens qui ont toujours bossé, qui ont toujours fait comme on leur a dit pour que ça se passe bien. Voilà, on leur a dit, si tu bosses, si tu te lèves tôt, si tu es courageux, si tu persévères, alors tu t'en sortiras. Ils ont appliqué tout ça, et puis à la fin, maintenant, ils s'en sortent plus. Si je vous en parle en fait des Gilets jaunes, parce que j'aimerais bien qu'on vienne sur la dernière partie de votre livre, je rappelle, Reprendre le pouvoir, manuel d'émancipation politique. J'ai l'impression qu'il s'adresse à eux aussi, ce livre. Est-ce que ça manquait justement, cette conscience politique peut-être au sein du mouvement aussi ? Moi, je m'adresse vraiment à tout le monde dans le livre, et en particulier sur le dernier chapitre qui parle de la souveraineté, mais de la souveraineté surtout sur soi-même, avant tout, car la liberté par le savoir, en gros. Est-ce que, en fait, les Gilets jaunes, pour moi, c'était par essence une force révolutionnaire.
au sens où elle a attaqué le système en son cœur, la question de la démocratie et de la répartition des richesses. Bon. Il se trouve que cette force s'est retrouvée trop isolée du reste de la société. Il y a eu un soutien à 75% pendant un bon moment au mouvement, mais ce soutien il était en réalité trop superficiel. Il y a eu une grosse prise de conscience au sein du mouvement des Gilets jaunes, mais qui n'a pas du tout touché le reste de la société. Et donc, ce que j'essaie de faire avec ce livre, c'est de faire prendre conscience aux gens de ce qui est en train de se passer, de ce qu'on doit comprendre tous ensemble et de la manière dont on peut s'émanciper effectivement tous ensemble. En gros, je pense que nous devons changer de vision du monde et sur la question de la souveraineté, je dirais sur soi, j'ai essayé de développer 3 éthiques qu'il faut essayer de suivre aujourd'hui pour effectivement se sortir des circuits, des schémas dans lesquels on est enfermé. Éthique du bien commun, éthique du savoir, éthique de la bienveillance. Oui, voilà, j'essaie d'expliquer qu'il faut se mettre sur le chemin de la connaissance et du savoir et que ça demande de l'humilité et surtout de douter, de toujours douter de ce qu'on sait et donc de commencer toujours par se poser la question « qu'est-ce que je ne sais pas ?» plutôt que de se demander « qu'est-ce que je sais ?» Et ensuite, j'essaye d'expliquer aussi qu'il faut une éthique de la bienveillance. Derrière ça, c'est l'idée de la tolérance, d'écouter autrui, d'écouter les opinions contraires. Et même quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, même si on sait, et même si on a raison sur le fond, et que c'est l'autre qui se trompe, ne pas le condamner, mais essayer de comprendre pourquoi il se trompe. En réponse à de trop nombreuses polémiques, vous avez le sentiment, dans le débat public actuellement ? Je crois qu'effectivement, dans le débat public actuel, il y a une polarisation du débat, qu'on assiste à des indignations camp contre camp, avec d'une violence inouïe. Et là, on est en train de tuer le débat démocratique en fait de cette manière. J'apporte la précision néanmoins que la bienveillance, évidemment, elle ne s'applique qu'aux gens de bonne foi. C'est-à-dire que pour tous les gens qui sont de mauvaise foi, qui nous manipulent, qui nous mentent, etc., je pense évidemment à certains dirigeants politiques. Bon, là, il n'est pas question de faire preuve de bienveillance. Je pense qu'à ce moment-là, il faut surtout plutôt les ignorer. C'est-à-dire que comme de toute façon, eux ne nous écoutent pas, il n'y a pas de raison pour qu'on leur parle, en fait. Donc, ne leur parlons pas, parlons entre nous, émancipons-nous entre nous, laissons-les dans leur coin, et puis à un moment donné, quand on sera suffisamment nombreux, ceux-là, ils vont partir parce qu'on n'en voudra plus, et ce sera très bien. Je voulais qu'on vienne sur cette conclusion que vous avez dans ce livre sur la crise du coronavirus. J'imagine que c'était pas forcément un chapitre qui était prévu au départ, mais que l'actualité aidant, vous avez porté votre propre analyse de la crise sanitaire que vous voyez, si j'ai bien compris, comme un catalyseur peut-être des crises. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, la crise du Covid, elle ne change strictement rien à toutes les analyses que j'ai faites dans le livre. Elle va simplement approfondir toutes les crises. Politique, institutionnelle, économique et sociale, écologique. Et la question qui va se poser, parce qu'on a déjà le constat qu'on a une explosion du chômage, on a 800 000 chômeurs en plus déjà sur 2020, on a 1 million de pauvres en plus aussi sur 2020, on a une explosion des dépressions, on est passé de 10% de dépressifs à 21% de dépressifs dans la société. On voit que la société française là va ressortir, mais affreusement mal de tout ça, que ce soit sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan économique. Et toute la question qui va se poser, c'est de savoir, en gros, est-ce qu'on prend les mêmes et on recommence ? Est-ce qu'on continue à aller dans le mur comme on le faisait déjà depuis 30 ou 40 ans ? Et là, j'alerte parce que, en gros, la Chine et les États-Unis, ça y est, sont déjà repartis ou sont en train de repartir et font des politiques massives de relance économique. Et nous, on n'en prend pas du tout le chemin. On est parti pour faire un plan d'austérité massif. Il y a même le FMI, le Fonds monétaire international, qui est quand même pas l'institution bolchevique, qui dit à la France et aux pays et à l'Union européenne en général, attention, vous ne relancez pas suffisamment économiquement, vous allez subir le double d'effets négatifs que par rapport aux autres pays de la crise du Covid. Donc, on va faire les pires erreurs qu'il y a à faire en continuant sur les mêmes trajectoires et de penser notamment à réduire la dette publique alors que l'endettement public qui a été supplémentaire qui a été généré pendant la crise du Covid, ça n'est pas un problème puisque tous les pays du monde se sont endettés parce que tous les pays du monde ont dû faire des mesures de soutien à l'activité et la dette, il faut bien comprendre que aujourd'hui elle est évaluée, on est dans une logique de marché, d'offre et de demande, c'est les marchés financiers qui évaluent en gros si vous êtes un état solvable ou pas.
Bon, dans la mesure où toutes les dettes des États ont augmenté à peu près dans les mêmes proportions, les marchés financiers vont pas changer leur appréciation des faits. En revanche, ce qui pourrait nous pénaliser, c'est si effectivement on est en train de continuer à sombrer économiquement, qu'on n'arrive pas à relancer suffisamment et qu'on n'a plus une économie dynamique, alors là, effectivement, il pourrait à un moment donné nous dégrader. Donc le sujet pour l'instant, c'est pas de faire des économies, c'est à tout prix relancer l'économie. Et il faudrait le faire évidemment dans une logique de réindustrialisation du pays, ce qui nécessiterait un protectionnisme, donc une rupture avec les règles de l'Union européenne, et puis également dans un souci d'opérer la transition écologique. Mais bon, d'une manière générale, il faut tout revoir. J'ai pas parlé non plus de la paye des chercheurs et des enseignants. Et je veux dire, on fera pas une économie performante si on paye pas beaucoup mieux nos enseignants-chercheurs dans notre pays, qui sont vraiment des précaires, presque devenus des précaires comme les autres. Là où dans des pays notamment comme les États-Unis, et ben évidemment, ce sont les élites intellectuelles du pays, donc il est normal qu'elles soient bien payées. Merci François Boulot d'avoir été avec nous pour ce livre Reprendre le pouvoir, manuel d'émancipation politique aux éditions Les Liens qui libèrent. Et puis je rappelle qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux et sur votre chaîne YouTube maintenant qui s'appelle Praxis. Oui, on vient de la lancer, on a déjà presque 5000 abonnés en 48 heures, donc ça part plutôt fort, on est très enthousiaste. Merci à vous. Merci à vous. Podcast by Tendance Ouest.